Donc, merci aux citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour être avec nous ce soir en présentiel. Et bonsoir à tous ceux et celles qui se joignent à nous en distance. Ce soir, nous avons un projet qui vous sera présenté, soit celui qui porte sur le règlement L 2001-3795, modifiant le règlement L 2000 de la Ville de Laval. Avant de continuer, je voudrais d'abord souligner la présence des élus dans la salle, dont M. Larochelle qui... Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous laisse arriver. Alors, tout d'abord, M. Stéphane Boyer, maire de Laval, Mme Isabelle Piché, conseillère municipale de Saint-François, M. Pierre Bravant, conseiller municipal de Vimont, Mme Sandra Lelou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle, Mme Christine Poirier, conseillère municipale de Duvernay-Pontviot. Et dans la deuxième rangée, il y a Mme Jocelyne Frédéric Gauthier, conseillère municipale d'Auteuil, et M. Claude Larochelle, conseiller municipal de Fabreville. Donc, avant d'aller plus loin et de vous présenter les objectifs et le déroulement de la séance, permettez-moi de passer la parole à notre maire, M. Stéphane Boyer, qui veut vous dire quelques mots de bienvenue. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va vous présenter un projet de changement de zonage. Et donc, pour ceux et celles que c'est la première fois, bienvenue. Vous allez voir, pour les habitudes du Conseil de ville, c'est un peu différent. Donc, dans les changements de zonage, les élus, on est surtout les observateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter un peu, c'est quoi le changement de zonage qui est demandé, c'est quoi les usages, c'est quoi les normes qui changeraient au règlement d'urbanisme. On va vous présenter, nos experts vont vous présenter aussi le projet qui souhaite s'implanter sur le site. Donc, on n'est pas ici, en fait, il n'y a pas de décision qui est prise à l'heure où on se parle. On est surtout là pour vous présenter le projet. De façon relativement neutre, donc on n'est pas ici pour être en faveur ou en défaveur du projet. On est là pour vous présenter ce qui est sur la table et surtout, par la suite, prendre vos questions, répondre aux interrogations, écouter ce que vous avez à dire sur le projet pour plus tard voir comment est-ce qu'on gère la suite du projet. Donc sur ce, je laisserai la place à nos experts pour animer la soirée. Merci. Parfait. Merci. Alors, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de la rencontre. Dans un premier lieu, effectivement, nous allons vous présenter le projet. Ensuite, nous allons vous informer des étapes suivantes et répondre à vos questions. Donc, la présentation sera suivie d'une séance de consultation écrite de 15 jours. L'adresse à laquelle vous devez écrire sera donnée un peu plus tard dans la présentation et vous la retrouverez aussi sur le site de la Ville de Laval sous la section « Assemblée publique de consultation ». Maintenant, je vais vous présenter les personnes qui sont avec nous ce soir pour présenter le projet et à qui vous pourrez poser vos questions. Madame Lydia Divry, directrice du service de développement économique, à ma gauche. Monsieur Thierry Basque-Gravel, urbaniste, conseiller professionnel en réglementation du service d'urbanisme de Laval. Et Monsieur Jean Chartier, chef de division de la division réglementaire d'urbanisme du même service. Nous vous demandons de réserver vos questions pour après la présentation, s'il vous plaît. Je vais prendre les questions en alternance tout à l'heure. Donc, en commençant par une personne dans la salle et par la suite, une question virtuelle et ainsi de suite. Donc, pour le moment, les caméras et les micros sont présentement fermés, ce qui est tout à fait normal. Ils seront réactivés tout à l'heure lors de la période des questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à M. Thierry Basque-Gravel pour débuter la présentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, on est ici pour parler du règlement L 2001-3795, donc un règlement qui modifie le règlement L 2000 de la Ville de Laval pour un territoire situé au sud de l'avenue Marcille-Villeneuve, juste à l'ouest de la caserne de pompiers numéro 5. Il faudrait parler un petit peu plus dans le micro, s'il vous plaît. Parfait, je vais m'approcher. Merci. Donc, le déroulement de la présentation qu'on vous propose, c'est mieux? C'est beaucoup mieux. Parfait. Le déroulement qu'on vous propose, c'est d'abord une localisation du site. Ensuite, vous parlez du zonage actuel qu'il y a sur le site, le projet qui est proposé, vous faire une description du projet, le zonage projeté advenant un changement de zonage,
les modifications à faire au projet de règlement qui a été adopté, ainsi que les prochaines étapes. Donc, la localisation du site. Le terrain est situé au sud de l'avenue Marcel-Villeneuve, dans le secteur de Duvernay, juste à l'ouest de la caserne numéro 5, et se situe sur un terrain vacant actuellement. Donc, vous voyez en jaune sur la diapositive, en pointillé, le site. Donc, c'est un terrain, comme je disais, au sud de l'avenue Marcel-Villeneuve, qui fait une superficie de 2,2 millions de pieds carrés. Le zonage actuel. Donc, actuellement, il s'agit d'un terrain qui est en attente de développement, qui ne fait pas partie de la zone agricole de Laval, qui est protégé par un zonage qui empêche tout autre usage. La Ville est propriétaire du terrain. Il a été acquis en 1998 et la valeur marchande actuelle est de l'ordre de 32 millions de dollars. Présentement, aucun bail n'est en vigueur avec des producteurs agricoles. Les usages, je vous les résume, mais les diapositives suivantes vont être un peu plus précises sur les usages. Donc, ils sont répartis en 7 zones au règlement de zonage L2000 actuel. Donc, il y a 2 zones qui autorisent des usages de dominance industrie, commerce, bureau. 2 zones résidence unifamiliale, 2 zones résidence multifamiliale, 2, 3, 4 étages, et une zone qui autorise une caserne de pompiers, un parc, des services publics. Donc, au total, sur le terrain, c'est environ 40 du zonage actuel qui est à dominance industrielle et 60 qui est à dominance résidentielle. Donc, 40-60 pour les proportions environ. Donc, maintenant, zone par zone. Vous voyez la zone en mauve, donc la première zone, la IA37, autorise actuellement des industries, donc usage industrie 1, commerce 1 et 2, incluant les édifices à bureaux. Et il y a des conditions particulières dans la zone, donc en matière de superficie de plancher, de hauteur de bâtiment, de profondeur de cours, d'entreposage et d'opérations extérieures, de zones tampons, d'aspect architectural et de végétation. Donc, il y a plusieurs dispositions qui encadreraient un développement industriel à venir. La deuxième zone, IA38, si vous voyez la zone en mauve à l'écran, ce sont les mêmes usages autorisés et les mêmes conditions particulières. Je peux vous renommer les usages, là, industrie 1, commerce 1 et 2, incluant les édifices à bureaux. Ensuite, la zone RU398, toujours en mauve à l'écran, autorise actuellement les habitations unifamiliales isolées et jumelées, avec des conditions particulières en matière d'étages et de zones tampons. La zone RU764 autorise les usages unifamiliales isolés et jumelés également, a des conditions de largeur de façade, de matériaux de parement et de pourcentage de maçonnerie. Donc, des conditions un peu différentes pour un développement futur toujours. Ensuite, la zone R643 autorise les usages habitations multifamiliales isolées et jumelées de 2 à 4 étages avec des conditions particulières de profondeur de cours, de pourcentage minimum de stationnement intérieur, d'entrée charretière et de bande paysagère. Toujours sur la même diapositive, je vous illustre une petite zone, la zone R1119. Donc, cette zone autorise les usages habitations bifamiliales et trifamiliales isolées et jumelées de 2 à 3 étages et des conditions particulières de profondeur de cours, de pourcentage minimum de stationnement intérieur, d'entrée charretière et de bande paysagère. La dernière zone, c'est une zone PA, donc PA 287, qui autorise les usages de casernes d'incendie, parcs et terrains de jeux publics, services publics du groupe d'usage public, public et semi-public 1, et des conditions particulières de nombre d'étages et de cases de stationnement. Donc, voilà pour le zonage actuel. Maintenant, je cède la parole à ma collègue, Mme Divry, pour la suite. Bonsoir tout le monde. Ah oui, c'est bon, c'est assez fort. Alors, mes chers élus, chers citoyens, je vais vous présenter le projet ici de quoi il concerne. Mais avant de vous présenter le projet, juste présenter un peu ce qu'on fait, pourquoi je suis ici. En fait, je suis directrice de Laval économique, qui est notre service de développement économique.
Alors, notre rôle, nous, c'est de jouer comme expert dans l'accompagnement d'entreprise, qu'on parle de projet d'implantation, de démarrage d'entreprise à la croissance, au financement, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on accompagne tous les entrepreneurs du territoire lavallois, puis ceux qui veulent venir s'implanter, à assurer une bonne croissance qui est durable et responsable dans les termes qu'on désire. Donc, voilà pour ça. Donc, ici, je vais vous présenter le projet qui nous concerne, qui est Trudel, Cité du cinéma. Mon cher ami ici va changer les diapositives, c'est ça que je vais le regarder, donc s'il y a un petit retard, n'inquiétez-vous pas. Alors, Trudel, Cité du cinéma, c'est pas juste un simple studio de cinéma, c'est un projet d'implantation d'un complexe cinématographique de calibre international. Donc, on se le dit, là, c'est un grand projet. Ça va être le projet le plus moderne et à la fine pointe de la technologie. Donc, on parle d'un projet de studio de cinéma, c'est novateur, c'est créateur, c'est technologique. Je vais aller plus loin dans le détail avec les autres diapositives. Il va permettre d'offrir un service clé en main à tous les producteurs de cinéma, de production étrangers ou québécoises qui veulent tourner des films, des séries. Il va pouvoir offrir un service clé en main. C'est la distinction qu'on fait dans ce projet-là. Et c'est un projet qui est porté par un promoteur qui s'appelle Michel Trudel, qui est un Lavallois, qui est aussi une figure de proue incontournable dans l'industrie du cinéma depuis plus de 45 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien, qui a d'ailleurs cofondé les studios Melz à Montréal. Alors, ce projet-là, c'est le deuxième projet de studio au Québec. Le dernier projet, lui, Melz, remonte à 1999. Alors, quand je parle que c'est un grand projet de calibre international, vous le voyez dans cette diapositive-là, c'est un projet, là, en termes de pieds carrés, là, ça risque de changer, là, parce qu'on va le finaliser avec les semaines qui s'en viennent, mais c'est un projet, c'est un hub, en fait. Hein, c'est un hub qui permet d'offrir aux producteurs étrangers un ensemble, d'abord, des studios de différentes grandeurs qui répond à différents besoins. Donc, ça, c'est une attraction qui est importante. Après, une série d'ateliers. Donc, quand on parle d'un hub, ça veut dire qu'il va y avoir des ateliers de costumes, des ateliers de décor, des ateliers mécaniques, des ateliers pour répondre aux besoins des producteurs quand ils tournent un film. Il va y avoir aussi des bureaux de production. Quand les gens viennent tourner, ils ont besoin d'écrire, ils ont besoin d'aller plus loin dans les sketchs, dans les scénarios. Donc, il va y avoir une place, mais il va y avoir aussi une place collaborative pour que les gens puissent se parler puis travailler ensemble. En gros, c'est ça. Ce qu'il va y avoir aussi de plus, c'est une école du cinéma. Une école du cinéma qui, là où on va permettre aux étudiants de s'immerger même dans les productions sur les différents plateaux. Donc, c'est sûr que ça va intéresser énormément puis on voit, il y a une pénurie d'emplois partout. Donc, l'école du cinéma va vraiment venir répondre à ce critère-là. Et on parle ici de 300 étudiants, mais ce qu'on parle aussi, c'est une consolidation de tout ce qui est créativité à Laval. Donc, c'est pas juste l'école, c'est aussi tout l'ensemble, puis la synergie que ça va créer au Québec. Donc, c'est ce qu'on dit souvent en français, c'est un one-stop shop qu'il va y avoir dans ce studio-là. Bien, ici, c'est un peu la clientèle qui est ciblée. On sait que M. Trudel a énormément d'expérience, donc il est déjà, c'est déjà des producteurs, des productions pour lesquelles il connaît ces grands noms-là. Donc, vous voyez un peu Paramount, Walt Disney, Columbia, Universal, Warner Brothers, Sony, mais aussi au niveau québécois, les productions plus québécoises locales qui déjà, je pense, qui sont intéressées par ce type de studio-là. Donc, on voit des noms majeurs là, pour lesquels M. Trudel connaît déjà ces personnes. Alors, vous savez, depuis la pandémie, vous l'avez vécu plusieurs fois, la croissance, la demande au niveau du cinéma a augmenté. On n'est plus à l'époque où on allait chercher des vidéos à la boutique du coin. Plusieurs personnes, puis vous l'êtes peut-être déjà tous, inscrits sur des plateformes auxquelles vous louez vos films dans la journée à l'heure que vous voulez. Donc, il y a une croissance énorme au niveau du cinéma. On appelle ça l'ère Netflix. Donc, ça fonctionne énormément. Quand on regarde la croissance au Québec, là, c'est rendu que la croissance est tellement forte que le Bureau du cinéma lui-même a atteint des sommets records qu'ils n'ont pas atteints depuis les 20 dernières années. Donc, on parle de 470 millions de retombées, ce qui est important, et il vise le demi-milliard pour les prochaines années.
Si vous avez suivi les nouvelles depuis les 2 dernières années, M. Fitzgibbon s'est pointé souvent en Californie, puis d'ailleurs avec le premier ministre pour parler à toutes ces maisons de production-là et pour voir comment on était capable de répondre à la demande. Actuellement, la capacité des studios, elle est atteinte. Donc, quand il est revenu, lui-même a dit, bien, il faut doubler la capacité des studios de cinéma au Québec si on ne veut pas perdre ce marché-là. Et c'est un marché super important et lucratif pour le Québec et lucratif d'ailleurs pour nous en termes de retombées. Je vais vous parler ici des retombées, mais avant de vous parler des retombées, je vais vous dire pourquoi Laval. Parce que je pense que je me suis fait souvent poser la question, pourquoi Laval? Bien, d'ailleurs, je pense que M. Trudel a grandi dans le secteur Saint-François. C'est un Lavallois, c'est un Lavallois qui veut faire rayonner Laval depuis plusieurs années en termes de cinéma. Donc déjà là, je pense que c'est cher pour lui comme projet. Alors, c'est ce qu'il désirait faire depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a une opportunité à saisir et nous, on l'a saisi avec lui. Donc, on l'a accompagné. Comme dans notre rôle, on a accompagné M. Trudel à faire la recherche de sites parce que c'est particulier comme espace, comme superficie. On a cherché des sites pour M. Trudel qui étaient des sites qui appartenaient à du privé. Puis M. Trudel a fait une analyse diligente puis il a regardé à faire la faisabilité de ces différents sites-là avec les promoteurs. Et pour tous les sites, je dois vous confirmer qu'il y avait des enjeux de réglementation, des enjeux naturels, des enjeux légaux, des enjeux de services pour tout l'ensemble des sites qui ont été visités. Et ça n'a pas été concluant pour différentes raisons. Donc, on était rendu au point à dire, est-ce qu'on perd l'opportunité d'un bureau, d'une industrie, d'une nouvelle filière novatrice à Laval, et c'est à ce moment-là qu'on a recherché dans les sites potentiels s'il n'y avait pas une autre opportunité qu'on pouvait lui offrir, et c'est le site qu'on vous propose aujourd'hui. Ah oui, attends, non, juste une seconde. Ceux qui aiment les chiffres, au moins vous donnez des chiffres. Désolée pour ça. Mais c'est un projet de 200 millions. On parle d'une création de 250 à 500 emplois. Et pour la Ville, c'est quand même des revenus fiscaux de 3,65 millions par année. Donc, c'est quand même important. Mais à la page suivante, là, on va vous expliquer qu'il y a quand même des retombées qui sont indirectes. Oui, excuse, Thierry. Désolée. Hein, il y a quand même des retombées indirectes qu'il ne faut pas négliger. Quand je parle de retombées directes, je vais vous donner un chiffre, mais je vais vous l'expliquer. Là, pour chaque 100 millions de productions étrangères au Québec, 94 millions de sous restent au Québec. Okay? Donc, dans les faits, c'est presque du 1 pour 1. Donc, c'est sûr que ça devient intéressant parce que ça vient... on a déjà une bonne situation économique, mais ça vient bonifier un peu la situation économique. Notre secteur hôtellerie a souffert durant la pandémie. Là, je ne vous le cache pas, c'est un secteur ça a été difficile pour le secteur hôtellerie. Les grands événements, bon, mais quand on parle de projets de cette filière-là, ça a un impact sur le tissu proche de nous économique. De ce 94 millions-là, oui, il y en a qui vont aller au Québec, mais il y en a une grande partie qui vont aller à Laval. Ça va être un flux important d'investissement pour nous. Ça veut dire aussi des acteurs pour nous. Ça veut dire une reconnaissance mondiale, un nouveau développement d'une filière vraiment créatrice et novatrice. Et ça vient aussi créer de l'emploi aussi dans l'est de Laval, là où il n'y a pas de pôle d'emploi actuellement. Donc, ça vient teinter cette créativité-là aussi dans ce pôle d'emploi-là. Puis les retombées indirectes aussi d'entreprises qui peuvent s'implanter vont être aussi bonnes parce qu'on va attirer aussi des entreprises qui vont être créatives, qui vont être technologiquement avancées. Donc, c'est la nouvelle entreprise, c'est une nouvelle filière, puis ça peut qu'être bénéfique pour Laval. Je pense que c'est ma dernière slide. Merci. Merci, Mme Divry. Donc, je reprends pour reparler du projet, mais maintenant plus au niveau de son aménagement. Donc ici, on parle de l'immeuble sur la diapositive, mais on parle du bâtiment comme de l'extérieur. Donc, on parle d'un bâtiment de 4 étages allant entre 10 et 23 mètres de hauteur, d'un revêtement extérieur de panneaux métalliques et de panneaux d'aluminium, d'une superficie totale de plancher de 90 663,33 mètres carrés, de 50 emplacements de chargement et de déchargement, de 1314 cases extérieures de stationnement, de la plantation de 525 arbres, de bandes gazonnées de profondeur variant entre 7,2 à 9,14 mètres, dépendant des limites de terrain. Vous allez voir le plan par la suite.
et de clôture en mailles de chaîne d'une hauteur de 3,05 mètres au pourtour du terrain. Donc, voici le plan le plus à jour du bâtiment. Donc, en rouge, on a le bâtiment. Et vous voyez également les stationnements autour, ainsi que la plantation des arbres. Donc, on peut voir également qu'il y a 3 accès véhiculaires sur l'avenue Marcel-Villeneuve qui se situe dans le haut du dessin. Et on voit également en blanc la caserne de pompiers là, pour vous situer. Donc, c'est le plan du projet actuel. On vous montre ici le rez-de-chaussée, donc vraiment le premier niveau. En jaune, vous avez les studios de tournage, la partie vraiment en jaune. En bleu, la partie administrative, bureau. En orange, des ateliers spécialisés où il va y avoir de la confection de décors. Et en mauve, on a une section entreposage pour entreposer le tout. Il y a également un deuxième étage où il y a un centre de formation. Donc, il y a une petite portion, 20 000 pieds carrés, si ma mémoire est bonne, pour le centre de formation. Ici, vous avez l'élévation du bâtiment. L'image du haut, c'est vraiment de l'avenue Marcel-Villeneuve. Donc, on voit, vous reconnaissez la partie centrale là, qui a été montrée un peu plus haut, mais de chaque côté, c'est le reste du bâtiment. Et l'image en bas, c'est l'élévation du côté est. Donc, cette partie-là est moins profonde du bâtiment. Maintenant, le zonage projeté advenant un changement de zonage. Donc, le résumé de l'analyse, de façon synthétique, évidemment. Au niveau de la planification du territoire, bien, le projet doit respecter les critères de compatibilité associés à la fonction industrie compatible de l'affectation urbaine du schéma. C'est technique, mais ça doit se faire au niveau des usages autorisés. Le projet doit être compatible à la fonction dominante habitation en matière de localisation, d'implantation, de gabarit, de superficie de circulation générée, d'impact, de rayonnement et de sécurité. Il y a également une planification du secteur Val-des-Ruisseaux qui a été réalisée de 2005 à 2015 et qui est en cours de révision, mais la Ville fait actuellement plusieurs planifications et il n'était pas exclu dans cette planification-là que l'usage industriel soit projeté finalement. Finalement, le Code de l'urbanisme qui vient d'être adopté prévoit un zonage différé, donc un secteur de zonage différé SZD qui vise un écoquartier exemplaire. Ça, c'est au niveau de la planification. Au niveau de l'opportunité, c'est de développer des terrains qui sont actuellement vacants, d'intégrer le projet à l'ensemble de la planification du secteur. C'est la facilité d'accès aux autoroutes 25 et Jean-Noël Lavoie depuis l'avenue Marcel-Villeneuve, puisque c'est une artère importante. Et au niveau de l'environnement immédiat du site comme tel, il y a un secteur vacant au sud qui est en zone blanche actuellement, un secteur vacant à l'ouest qui est également en zone blanche, mais qui est utilisé à des fins agricoles. Secteur majoritairement agricole au nord, là, on parle au nord de l'avenue Marcel-Villeneuve, qui est en zone agricole permanente. Il y a une tour de télécommunication, et une bande de 60 mètres en bordure du boulevard qui actuellement est en affectation urbaine au schéma, donc qui n'est pas en affectation agricole. C'est une subtilité importante à noter. Ensuite, il y a la caserne d'incendie numéro 5 qui est sur le lot vacant. Il y a un lot vacant à l'est, pardonnez-moi. Et il y a un secteur résidentiel et commercial de faible densité occupé par des bâtiments d'1 à 2 étages à environ 300 mètres à l'est. C'est vraiment le secteur qui est développé actuellement. Donc, la zone projetée dans le projet de règlement adopté, c'est la création d'une nouvelle zone, la zone IB 111, qui autoriserait studios de cinéma ou de télévision et de l'usage commerce 4, ainsi que des usages complémentaires pour permettre le projet. Donc, comme vous avez vu, là, il y a plusieurs usages complémentaires nécessaires. Donc ici, je vais aller dans la description des dispositions de la zone comme telle. Excusez-moi, ça va être technique. Il y a des distances prévues entre le bâtiment et les limites de terrain. Donc, on voit la cour avant à 170 pieds, la cour latérale à 81 pieds, la cour latérale est à 158 pieds et la cour arrière à 150 pieds. Il y a une hauteur maximale du bâtiment à 4 étages qui ne doit pas excéder 80 pieds. Ensuite, il y a un nombre minimal de cases de stationnement, donc il y a un ratio qui est appliqué. Ensuite, il y a emplacement de chargement et déchargement, c'est 4 maximum, et les portes d'accès devant la façade principale du bâtiment.
Les tabliers de manœuvre de l'ensemble des emplacements de chargement ou de déchargement situés en cours avant sont autorisés sans qu'ils accusent un retrait minimum de 40 pieds de la façade principale. Donc ça, c'est une disposition déjà existante au L2000. Puis il y a une disposition ici dans le projet de règlement pour y faire exception. 3 entrées charretières maximum sont autorisées à partir de l'avenue Marcel-Villeneuve. Les guérites sont autorisées à un étage maximum dans toutes les cours où un espace de stationnement ou une allée d'accès est aménagé. Ils peuvent être à moins de 50 pieds de l'emprise de la voie publique. Les bâtiments accessoires autres qu'une guérite sont également autorisés. Il y a des distances minimales entre un bâtiment accessoire et d'une hauteur de 15 pieds et plus et une ligne de terrain. Donc, vous voyez, c'est les mêmes distances que pour un bâtiment principal. Donc, 170 pieds, 81 pieds, 158 et 150, c'est le même principe qui s'applique dans la zone, que ce soit pour le bâtiment principal ou le bâtiment accessoire, finalement. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 80 pieds et il y a une disposition sur le calcul de cette hauteur-là qui est dans le projet de règlement. Ensuite, il y a des dispositions pour les usages, les constructions, équipements autorisés dans les cours. Donc, le stationnement de roulottes et de véhicules récréatifs sans aucune limite de dimension est autorisé dans toutes les cours. Il y a une condition, c'est qu'il soit utilisé ou destiné à être utilisé exclusivement aux fins de tournage de films et ne pas servir d'hébergement pour les roulottes. Entreposage extérieur prohibé dans toutes les cours. Ensuite, la fabrication de décors de tournage de films ainsi que ces décors et équipements nécessaires au tournage est autorisé dans toutes les cours aussi. Appareils mécaniques ou électriques incluant notamment appareils de chauffage, de ventilation ou un compresseur peut être installé dans une cour adjacente à une limite de zone résidentielle ou dans un mur de bâtiment constituant une des limites de zone résidentielle. Et finalement, conteneurs à matière résiduelle peuvent être installés dans toutes les cours. Excusez-moi, ce n'était pas la fin, il en reste d'autres. Une clôture, donc, elle peut être opaque. Une hauteur en cours avant peut excéder 3 pieds pour la clôture est installée à la limite de la ligne avant de terrain. Une hauteur en cours arrière ou latérale minimum de 6 pieds et hauteur maximale de 10 pieds pour la clôture. On a vu dans le projet que c'était une hauteur de 10 pieds qui était projetée. Et il y a aussi une méthode pour la mesure de la clôture qui est dans le projet de règlement. Les fils de fer barbelés sont prohibés pour les clôtures et une haie ou un écran végétal planté est maintenu de façon à camoufler toute clôture située en bordure de la ligne avant et des lignes latérales de terrain. C'est obligatoire. Il y a un emplacement et des délais de plantation qui sont prévus au projet de règlement aussi. Ensuite, une bande tampon d'une profondeur de 30 pieds le long de la ligne de terrain arrière, donc de l'autre côté de Marcel-Villeneuve finalement. Et il y a des dispositions pour l'aménagement de cette bande tampon-là. Donc, un talus minimum de 2 mètres de haut avec végétation, de 3 strates de végétation herbacée, arbustive et arborée. Un minimum d'un arbre à tous les 7,5 mètres. Un pourcentage de conifères et de taille lors de la plantation. Il y a un minimum de 10 arbustes par arbre et la hauteur est prise à hauteur de maturité de l'arbuste. Et il y a également des délais de réalisation qui sont prévus au projet de règlement. Ensuite, un permis de construction nouvelle ou de construction amélioration, ce qui veut dire rénovation ou agrandissement, c'est assujetti dans la zone à l'approbation d'un plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale. Donc, ça prend une autorisation supplémentaire pour obtenir un permis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un PIA? Donc, un plan d'implantation d'intégration architecturale, ça permet d'assurer une bonne intégration du projet dans son milieu d'insertion. Ça permet l'évaluation du projet par la Ville à partir d'objectifs et de critères d'aménagement particuliers et l'approbation du projet par le comité exécutif nécessaire avant la délivrance du permis de construction. Une explication ici générale. Et les objectifs principaux habituellement d'un PIA sont l'intégration harmonieuse de l'implantation par rapport au voisinage, une architecture de qualité et une qualité visuelle du secteur industriel par des aménagements paysagers qui peuvent être apportés. Maintenant, le projet a été en évolution récemment, donc il y a certaines petites modifications qui doivent être apportées au projet de règlement, donc on les précise ici. Donc, la Ville envisage de modifier le projet de règlement L2001-37-95 par l'autorisation d'une marquise et d'un bâtiment accessoire dans la cour avant et par la modification de la disposition concernant la guérite en cour avant. On parle d'une guérite sur l'avenue Marcel-Villeneuve, sur un des 3 accès qu'on a vu tantôt sur le plan.
par la réduction de la marge arrière minimale à 100 pieds au lieu de 150 pieds, c'est-à-dire que le bâtiment pourrait aller un petit peu plus près de la ligne arrière du terrain. Par l'autorisation de 5 emplacements de chargement ou de déchargement devant la façade principale au lieu de 4, comme on a vu sur le plan tout à l'heure. En précisant que les dispositions particulières relatives aux clôtures s'appliquent aussi aux murets. Et par l'autorisation d'une allée d'accès commune à la limite d'un terrain voisin d'une largeur maximale de 40 pieds. Ça, c'est du côté est. En fait, c'est pour les besoins de la caserne. Donc, c'est une modification à faire au projet de règlement pour le permettre. Maintenant, les prochaines étapes. Donc, il y a une consultation écrite pendant les 15 prochains jours, donc jusqu'au 3 août. Je vais l'expliquer, le fonctionnement de la consultation écrite. À la fin de la consultation, les préoccupations sont transmises aux élus. Ensuite, il y aurait l'adoption du second projet de règlement le 9 août, la publication du rapport de consultation et de décision du conseil municipal. Ensuite, une demande d'approbation référendaire est possible jusqu'au 23 août. L'adoption du règlement pourrait avoir lieu par la suite le 6 septembre. Ensuite, il y a une autre procédure de demande de conformité au schéma entre le projet de règlement et le schéma d'aménagement de la Ville de Laval, qui se terminerait le 28 septembre. Et ensuite, il y aurait l'entrée en vigueur du règlement. Donc, il reste des étapes à venir. Pour ce qui est de la consultation écrite, l'enregistrement de la consultation virtuelle et le projet de règlement seront disponibles. Les questions, commentaires ou avis écrits peuvent être envoyés à l'adresse que vous voyez juste ici. Vous pouvez rechercher Assemblée publique zonage sur le portail de la Ville pour plus d'informations. Et il est important de savoir que tous les commentaires écrits seront rendus publics. Évitez d'y insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels si vous ne voulez pas qu'ils soient divulgués. Maintenant, les dispositions du projet de règlement que je viens de vous expliquer qui peuvent faire l'objet d'une demande d'approbation référendaire parce que ce n'est pas l'ensemble des dispositions, c'est seulement certaines. C'est quand même une liste importante. Elle peut viser les dispositions concernant la création d'une zone industrielle, IB 111, l'usage, studio de cinéma ou de télévision ou ses usages complémentaires, les normes d'implantation, la hauteur maximale des bâtiments, le nombre minimal de cases de stationnement requises, l'aménagement des emplacements et de chargement et de déchargement des camions dans la cour avant et leur porte d'accès directement sur le plan le plus avancé de la façade principale d'un bâtiment principal, et l'implantation des guérites en cour avant. Le stationnement de roulottes et de véhicules récréatifs dans toutes les cours, la fabrication de décors, le tournage de films ainsi que ces décors et les équipements nécessaires à un tel tournage dans toutes les cours également, l'installation de conteneurs à matière résiduelle en cour avant, l'installation d'un appareil mécanique ou électrique incluant notamment un appareil de chauffage, de ventilation ou un compresseur dans une cour adjacente à une limite de zone résidentielle, l'entreposage extérieur prohibé dans toutes les cours, la bande tampon, profondeur et par rapport à la ligne de terrain arrière. Il y a 3 étapes dans le processus d'approbation référendaire, donc la demande de participation à un référendum, la première étape. Ensuite, s'il y a une telle demande, il y a la tenue d'un registre. Et par la suite, il y a le scrutin référendaire. Donc, ça se décompose en 3 étapes. Le plan des zones, ici, des personnes pouvant déposer une demande d'approbation. Donc, attendez, je vais tenter de prendre le curseur. Donc, dans les zones contiguës, il y a la zone IA, la zone PA, la zone IC. Évidemment, c'est un plan à une échelle plus loin. La zone AB 25, la zone PA 287, la zone CA 601, la zone CA 463, la zone R 1207, la zone RU 642, la zone RU 399, la zone R 1087, la zone R 1083, la zone RU 892, la zone R 1120 et la zone CA 622. Pour ce qui est des zones concernées, la zone IA 37, la zone IA 38, la zone RU 764, la zone
RU 398, la zone R 643, la zone R 1119. Et je pense que ça fait le tour. Pour les détails de la procédure pour la demande d'approbation référendaire, vous pouvez contacter le service du greffe. Toutes les coordonnées sont sur le site Internet. Pour le plan des zones concernées qu'on vient juste de voir, il est également disponible sur le portail de la Ville, dans la section Assemblée publique sur le zonage. Et voilà, c'est ce qui termine ma partie de présentation. Merci beaucoup. Merci Mme Dibry, monsieur, et merci M. Basque-Gravel. Donc, nous nous sommes donné une charte de participation. Dans celle-ci, on se veut à l'écoute des autres participants, demeurant ouvert à la diversité des points de vue. On s'exprime de façon respectueuse, claire et succincte. On participe aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture envers les idées d'autrui. Et on privilégie la recherche d'un intérêt collectif et mettre entre parenthèses l'intérêt individuel, politique ou partisan. J'aimerais également rappeler que cette charte de participation découle de notre politique de consultation et de participation citoyenne qui a été adoptée à l'unanimité par le Conseil municipal en avril 2021. Cette politique définit aussi les rôles de chacun. Donc, à titre de rappel, le Conseil municipal et l'administration s'engagent à ce que j'ai déjà cité. Donc, nous sommes là ce soir pour entendre et écouter les citoyens. Les élus ont déjà pu poser leurs questions durant les conseils municipaux. Et voilà. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions des citoyens et citoyennes. Nous invitons les personnes qui sont en distance à lever la main pour poser leurs questions. Vous voyez maintenant à l'affiche, là, comment est-ce qu'on doit lever la main avec l'emoji. Et puis, on vous invitera à ouvrir votre caméra et votre micro pour poser les questions. Donc, voilà. Pour les personnes sur place qui veulent poser des questions, on vous invite à vous mettre en ligne pour poser vos questions dès maintenant, s'il vous plaît. Dans les deux cas, je vais vous demander de vous nommer, de vous donner votre adresse et par la suite de poser votre question qui doit porter sur le dossier présenté. Donc, comme je vous demande encore une fois d'être concis pour donner la chance aux autres, quitte à revenir par la suite là, pour poser d'autres questions qui n'auront pas été répondues. Donc, comme je le disais plus tôt, je vais prendre les questions en alternance, une en présentiel, une à distance et ainsi de suite. Donc, la période des questions est donc ouverte. Je prends vos questions en commençant par un citoyenne de la salle. Vous devez aller vous mettre en ligne, s'il vous plaît. Je vais ouvrir le lutrin, le micro du lutrin. Bonsoir. Oh, attendez voir. Allez-y. Oui, bonsoir, Daniel Rochon, 1190 rue de l'Harmonie à Laval. Le projet, il est très beau, là. Ça, j'ai rien à dire contre ce projet-là. Moi, je voudrais savoir si, éventuellement, il va y avoir des mesures d'atténuation au niveau de la circulation sur Marcel de Villeneuve, sur Lévesque, qui convergent toutes actuellement vers de l'Harmonie. Et en ajoutant ce projet-là, on voit qu'il va y avoir quand même des employés. On parle de plus de 200 employés. On parle d'une école de formation. Ça va augmenter encore la circulation. Et la rue de l'Harmonie, c'est la première rue qui entre dans le quartier Saint-François à partir de l'autoroute et à partir du boulevard Lévesque. Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est si éventuellement, il va y avoir des mesures d'atténuation ou s'il va y avoir des mesures qui vont être mises en place justement pour je veux dire, améliorer la fluidité non seulement sur Marcel de Villeneuve, mais aussi sur de l'Harmonie et Lévesque aussi en même temps. Merci. Merci à vous. Monsieur Basque, est-ce que c'est vous qui pouvez répondre? On peut peut-être demander à notre expert qui est en ligne, Monsieur Pierre Cardinal, de répondre à la question. Parfait. Oui, bonjour, merci Thierry. Bonjour. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Pierre Cardinal, ingénieur transport circulation pour le service d'ingénierie. Me fait plaisir de répondre à la question. Mais premièrement, avec ce projet-là, on va demander une étude d'impact sur la circulation. Là, le promoteur s'est engagé à réaliser cette étude. Et par la suite, eux, donc, une étude semblable fait la génération des déplacements. Ils vont pouvoir nous dire combien de véhicules qui vont se retrouver sur notre réseau routier aux heures de pointe et aux autres grandes périodes d'achalandage.
Et par la suite, en voyant les problèmes ou les grands nombres de débit, ben c'est sûr qu'on va apporter des moyens pour y régler. Ceci dit, bon, l'étude n'est pas faite, là, mais cette industrie-là a l'opinion sur rue sur l'avenue Marcel Villeneuve, qui est une artère importante dans le secteur. Et on a bon espoir là, que les gens vont arriver principalement par la 440 et la 25 et on pense pas, là, dans un premier temps, qu'il y ait beaucoup de circulation de transit sur la rue de l'Harmonie, là, qui est l'axe important, là, un peu plus à l'est. Mais c'est sûr là, qu'on va les suivre de proche, puis on va regarder les solutions qui vont pouvoir nous trouver là, à ce niveau-là. S'il y a des problèmes qui s'aggravent, ben, c'est sûr là, qu'on va y trouver des solutions. Parfait, merci beaucoup. On va prendre une question à distance. J'ai Madame Christiane Boucher. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai pas de question. Bonsoir, c'est une réflexion. Alors, je ne sais pas si je peux me prononcer. Allez-y. On vous écoute. Christiane Boucher, 638 rue de la Joie à Laval. Bon, écoutez, ce soir, c'est mes réflexions personnelles que je souhaite livrer au maire. C'est sûr que je suis une écologiste dans l'âme. Saint-François, quartier écolo, je suis administratrice. J'ai particulièrement à cœur l'avenir de notre terre et celle de mes enfants et petits-enfants. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit uniquement des questions, donc je regarde mon texte, je vais essayer de passer au plus important. Donc, j'ai pris connaissance des enjeux politiques pour Laval, j'ai pris connaissance du projet de cité du cinéma ainsi que feuilleté aussi avec intérêt le nouveau code de l'urbanisme. Bon, alors, j'ai pris connaissance aussi de vos enjeux politiques pour Laval, Monsieur le maire, et je vous cite au passage, on a de beaux espaces naturels à Laval. Il faut les protéger et les mettre aussi en valeur. Je considère le projet Cité de la santé complètement déplacé, inconséquent, aberrant et inacceptable venant d'un parti qui se dit vert. C'est bien beau l'image, les beaux projets verts, les subventions, mais ces efforts demeurent stériles quand de l'autre côté, on vient affecter les citoyens de Saint-François en voulant couvrir de bitume, de béton, une partie des seuls beaux endroits qu'il leur reste pour l'agriculture. Lorsqu'on a le devoir de l'aide, lorsqu'on se dit vert, on a le devoir, pardonnez-moi, de l'aide jusqu'au bout, de demeurer intègre et conséquent avec nos décisions. Lorsque les temps de sécheresse arriveront, la belle cité du cinéma va tomber en premier, s'écrouler, comme un jeu de cartes, comme cela s'est produit pour le Cirque du Soleil en pleine pandémie. Il n'en restera que poussière sur les bureaux de travail, un grand silence et d'une tristesse, dépenses en énergie gaspillées à tout jamais. Est-ce que la cité du cinéma qui va nous fournir, tomates, cocombes et tous nos biens de subsistance lorsqu'arriveront nos moments pas si lointains? Tout ce massacre pour la sacro-sainte et grosse argent dont il ne restera plus rien du tout. Et on aura enfoui à tout jamais de belles terres cultivables, absolument nécessaires à notre survie future, nous, citoyens de Laval. Oui, je parle bien de survie locale, d'entraide et de décroissance. Le renoncement à ce projet de cité du cinéma doit faire partie de l'effort total à faire, Monsieur le maire. Comment un conseiller municipal, des conseillers qui sont de votre parti, qui sont qualifiés, peuvent-ils agir librement lorsqu'ils ont les deux mains liées par les ambitions d'un patron pour une question de gros sous? Pour terminer, je souhaite vous lire un témoignage pris ce matin d'une de mes bonnes amies habitant la région de la Loire en France. Alors, je la cite, c'est ce que j'ai lu ce matin. « C'est irrespirable dehors, il y a de la fumée partout, le feu n'est pas loin.
Mon chéri est allé voir si les pommiers sont sur place, mais il semble que ce soit plus loin, mais c'est sûr, ça brûle quelque part et les vents viennent vers nous. Le temps a encore changé, le soleil est revenu, le vent souffle toujours autant et la température a remonté. On voudrait de la pluie. Les légumes brûlent dans notre potager et les pommes de terre ramassées tantôt étaient pratiquement bouillantes. En ce 19 juillet 2022, pardonnez-moi, la voici la réalité, Monsieur le maire. Monsieur Boyer, vous avez mentionné avoir à cœur la qualité de vie de vos citoyens et leur sécurité. Je vous demande donc réflexion et de renoncer à la belle notoriété de Laval avec ce projet démesuré et contraire aux ambitions vertes de votre parti. Et je vous en conjure d'agir vraiment pour le bien-être des citoyens du district de Saint-François, pour tous les citoyens de Laval et pour le futur de notre planète. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous. Très bien. Est-ce qu'il n'y avait pas de questions? Alors, je vais passer à la prochaine question. Vous pouvez venir au lutrin, monsieur. Merci. Hervé Saint-Arnaud, 65-75 rue des Cygnes à Laval. Est-ce qu'on pourrait me rappeler le terrain qui est pour la Cité du cinéma? Juste me rappeler, c'était quoi le zonage qu'il y avait dessus? Puis s'il y avait un lac, s'il y avait des, je sais pas moi, des tortues, des couleuvres vertes, y avait-tu quelque chose de spécial qui fait que... Juste me rappeler le zonage qu'il y a présentement, sans le changer, là, présentement. OK. Oui, c'est les premières diapositives de la présentation. Donc, en fait, il y a 7 zones différentes. Donc, il y a des zones IA, des zones R, des zones RU. Non, mais là, en gros, là, il y avait 7 zones que ça touchait. Oui. Si je me souviens, c'était la caserne est à droite. En Oui. haut, c'était 2 industriels. Tout à fait. Il y avait à peu près le tiers du terrain qui aurait pu être bâti des maisons, soit unifamiliales ou... Fait que, en tout cas, on enlève un peu d'unifamilial, mais quelque part à Laval, avec le nombre de condos qu'il y a, puis la place qui reste, comparé à ce que cette cité du cinéma-là peut apporter, moi, je pense que, OK, là, on est vert, mais on est vert quand il y a un lac, quand il y a quelque chose à protéger, mais là, il n'y a pas de zone humide, on n'est pas dans rien de... Fait que moi, si on s'en tient aux limites, puis au zonage qu'il y avait, en tout cas, moi, je vous dis bravo, continuez, on est dedans. Merci beaucoup. Merci. Aux personnes en ligne, s'il vous plaît, merci d'éteindre votre micro si vous n'avez pas la parole. Nous allons passer maintenant à M. Jimmy Saint-Germain. Vous pouvez allumer votre micro. Oui, vous devriez pouvoir me voir et m'entendre maintenant. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est toute simple. Attendez un instant, je vais retrouver mon texte. Ça concerne le processus d'approbation référendaire, si jamais il est demandé. Est-ce que vous envisagez de déplacer le registre de signatures dans le quartier pour permettre aux citoyens, aux résidents des zones contiguës d'apposer leur signature au registre, sans avoir à se déplacer à l'hôtel de ville? Très bien. Qui voudrait répondre à cela? Monsieur le maire? Oui, merci, Madame la Présidente. Je crois que nos employés ne sont peut-être pas habilités, donc je vais répondre. C'est une possibilité. Évidemment, il faut voir s'il y a une demande de registre qui est faite, mais c'est une possibilité qu'on pourrait regarder. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait prendre la parole? Vous pouvez aller au lutrin. Vous pouvez vous mettre en ligne vers le lutrin, pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean-Philippe Pellado, de 8007 rue du Bonheur. J'aurais 2 questions, en fait. Première question de la soirée, c'était par rapport à la rue de l'Harmonie. Est-ce qu'il y a des changements de planifiés à Marcel-Villeneuve? Plus de voies pour le trafic? Oui,
Oui, à M. Cardinal. Monsieur Cardinal aussi. S'il est Alors, encore disponible. Monsieur Cardinal, vous êtes là? Oui, oui, toujours, merci. Vous m'entendez, vous me voyez? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas rien de planifié, de prévu au changement de l'avenue Marcel Villeneuve. C'est sûr qu'avec la venue de cette industrie-là, s'il y aurait possibilité de refoulement sur l'avenue, c'est sûr là, qu'on recommanderait aux promoteurs d'aménager, par exemple, une voie là, de décélération, une voie d'évitement par la droite. Une voie de virage à gauche, je ne croirais pas pour l'instant. Comme je disais au début, il n'y a pas d'étude encore d'impact sur la circulation qui a été faite, mais on va sûrement le voir à l'intérieur là, de ces conclusions-là, mais on n'hésitera pas. On a une emprise assez large à cet endroit-là pour aménager des voies supplémentaires pour y faire face. OK. Merci. Ma deuxième question, c'est selon un article du Courrier Laval, le 12 juillet. La recommandation du service de l'urbanisme est de refuser la demande de changement de zonage. Et le fait que le comité consultatif d'urbanisme demeure divisé sur la question. Ça, c'est selon l'article « Les réserves de M. Larochelle ». Est-ce que le service de l'urbanisme est en mesure d'indiquer c'est quoi ces réservations et pourquoi la recommandation de ne pas changer de zonage? Oui, Monsieur Chartier? Oui. Allez-y. Écoutez, le principal élément pour lequel le service de l'urbanisme a fait une recommandation négative, c'est que depuis plusieurs années, on travaillait pour le développement une planification pour le développement d'un quartier résidentiel dans la portion sud de Marcel Villeneuve, là, allant jusqu'au boulevard Lévesque, là, dans une espèce de quartier éco-exemplaire. Donc, c'est sûr qu'avec la venue de l'entreprise, ça faisait en sorte que ça défaisait un peu notre planification pour laquelle nous allons devoir nous ajuster. Ce qui est faisable, là, dans le sens que le terrain est immense là, entre les boulevards Lévesque et l'avenue Marcel Villeneuve. Donc, le principal élément pour lequel nous avons recommandé défavorablement ce projet, c'est pour ces raisons-là. Merci beaucoup. Plaisir. Merci à vous. Madame Dibry, vous vouliez je voudrais juste compléter peut-être la réponse pour ce qui est de la circulation. Il est certain que nous, quand on travaille avec des entreprises qui viennent s'implanter, qu'il y a un certain nombre d'employés, notre premier réflexe, c'est également de travailler avec la STL, un accès, dépendamment, là, on parle d'étudiants, on parle de travailleurs, fait qu'on va certainement travailler aussi des stratégies avec la STL pour voir comment le transport en commun peut jouer aussi son rôle. Je voulais juste apporter cette clarification-là. Parfait, merci. On n'a plus de questions en ligne pour le moment, donc on va continuer en salle. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Luc Falardeau. Je reste sur la rue Montauban à Laval. J'ai une première question. Je m'intéresse aux effets dominos d'un projet comme ça. En fait, ils vont être multiples, ils vont être économiques en termes de coûts d'infrastructure additionnels ou de modifications pour la ville de Laval, mais ils vont être aussi environnementaux parce qu'on va modifier les superficies imperméables en remplaçant une superficie qui était à 60% prévue par des résidences par des superficies, des aires de stationnement et des aires de circulation autour d'un bâtiment et par un toit aussi d'un bâtiment. Donc, ça va modifier les quantités d'eau de ruissellement qui vont tomber, ça va les augmenter. Et ça va avoir non seulement des impacts économiques en termes de modification des infrastructures, Madame la Présidente, mais aussi en termes environnementaux, sur un écosystème qui se trouve au sud, parce que le drainage actuel du secteur BASF s'effectue vers la rivière des Prairies, en passant par un magnifique écosystème entre le boulevard Lévesque et la rivière des Prairies, où il y a 3 lagunes et un nombre assez impressionnant d'espèces vivantes là, de toute nature. La faune aviaire, entre autres, est très importante. Il y a près de 120 espèces d'oiseaux, dont 7 espèces menacées et plusieurs espèces nicheuses qui habitent là. Couleuvres brunes et d'autres tortues aussi qui pondent leurs œufs là-dessus, dans ce terrain-là, des animaux, renards, etc. Et je pourrais continuer.
mais en augmentant le débit d'eau pluviale qui va aller traverser ce secteur-là, déjà, il y a un projet d'un émissaire pluvial de 1,8 mètre, si je ne me trompe pas, ou 1,6 mètre dans ces eaux-là. Donc, on parle de quelque chose d'assez haut, impressionnant, qui va charrier des volumes immenses d'eau vers la rivière des Prairies. Là, on va augmenter les superficies imperméables et donc la quantité d'eau qui va passer. Donc, le tuyau va grossir. Et mon point, c'est que ce tuyau-là passe au pied de lagunes. Présentement, ces lagunes-là sont surélevées. Ils ont à peu près 5 mètres de hauteur et on va aller creuser pour installer un émissaire au pied de ces digues-là. Donc, on parle de lagunes, des anciennes lagunes de traitement des eaux usées d'une industrie pétrochimique qui a probablement des sédiments contaminés. On risque un effondrement de la digue si la digue n'est pas homogène en termes de sol. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour la destruction du cours d'eau numéro 12 aussi, qui se jette dans la rivière des Prairies et de la faune là, qui habite là. Donc, est-ce qu'on va tenir compte aussi des impacts financiers additionnels de modification des infrastructures et environnementaux? Et s'il y a lieu, peut-être modifier le drainage en l'envoyant vers la rivière des Mille-Îles, par exemple. Parfait, merci. Monsieur Chartier. Oui. Ce qu'on m'a expliqué, c'est que le promoteur va fournir le plan concept du drainage, de tout ce qui est civil fait par les ingénieurs pour s'assurer que tout soit OK, et ce, après les vacances de la construction. Donc, c'est certain, ce que vous soulevez, M. Falardeau, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder et ça sera regardé par les ingénieurs. Et s'il y a des problèmes, vous savez, là, tous les cours d'eau maintenant internes, non pas juste la rivière des Prairies ou la rivière des Mêlées, sont maintenant protégés intégralement. Donc, oui, ça va être regardé. Pour le moment, on n'a pas la réponse, là. Merci. Nous allons retourner en virtuel. Monsieur Jimmy Saint-Germain? Oui, bonjour. Vous devriez être en mesure de me voir et m'entendre à nouveau. Tout à fait, oui. Allez-y. Oui. Je voudrais obtenir de la part de M. Boyer, le maire, un engagement ferme on vous entend très mal. OK, excusez-moi. Éteindre votre caméra, peut-être ça ira bien, ça ira mieux. Oui. Parfait. Sinon, la caméra est éteinte maintenant. La caméra est éteinte maintenant. Ça devrait aller mieux? Oui, ça va mieux. Parfait. Pour faire suite à la réponse de M. Boyer tantôt, j'aimerais avoir un engagement ferme de sa part sur lequel on peut compter concernant le déplacement d'un registre référendaire dans le quartier Saint-François. Monsieur le maire. Oui, je vais répéter ma réponse de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est définitivement une avenue qu'on peut regarder. Je ne suis pas prête à vous donner un engagement ferme ce soir. C'est quelque chose que je dois discuter avec mes collègues, avec le greffe de la ville également, qui est en charge du processus. Mais moi, j'ai une ouverture s'il y a un référendum à ce qu'on puisse faire à Saint-François. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle, s'il vous plaît? Oui, allez-y, vous pouvez vous mettre... Monsieur Falardeau, on va laisser la parole aux autres. Il y a d'autres personnes qui vont prendre leur premier tour de parole, s'il vous plaît. Merci. Ah, excusez-moi, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait... J'ai vu une main d'une dame. Donc, les premiers tours de parole, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Mon nom est Roxana. J'habite au 1971 Avenue La Plante, à Laval. Alors, moi, je voudrais juste prendre la parole ce soir. Un petit peu. Juste pour vous donner un petit aperçu, moi, je travaille en cinéma. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille en cinéma. Alors, ça concorde peut-être avec l'ouverture des studios
à Montréal. Alors, je me rappelle, comme étudiante en cinéma, mes professeurs me disaient, tu sais qu'il n'y a pas de travail dans ce domaine-là. Tu ne travailleras jamais, peut-être si tu es chanceuse, tu pourras te bloquer la rue, mais tu sais, il y a vraiment peu de travail. Heureusement, ça s'est avéré non fondé. J'ai commencé à travailler et heureusement, je n'ai jamais manqué de travail. Donc, comme je vous disais, ça fait 20 ans environ. Et puis... Fermez les micros à distance, s'il vous plaît. Merci. Alors, je pourrais vous dire que grâce, entre autres, l'ouverture des studios à Montréal, on a développé une industrie où j'ai heureusement eu accès à beaucoup d'expériences incroyables, qui en fait, entre autres, que Montréal, je crois, est devenue une plaque tournante dans le milieu cinématographique international. On a eu vraiment des productions américaines, étrangères et beaucoup de productions québécoises également. Alors, des gens comme moi, ben, au lieu de ne pas avoir de travail, ben, on a rêvé d'une industrie qui était florissante. Alors, je veux juste vous donner un petit aperçu de ça parce que je me dis aujourd'hui à Laval, ben, j'ai envie aussi que Laval devienne une ville qui se développe économiquement, mais non seulement par des grands boulevards, des grands centres d'achat, des grands magasins, mais je rêve d'un Laval culturel. Ça fait 15 ans que je suis à Laval. Et puis aujourd'hui, ben, je vois les jeunes, dont nos adolescents, qui rêvent aussi de travailler dans des domaines culturels. Et je pense que ça passe par le développement de la culture aussi à Laval. Donc, je n'ai pas envie de les voir partir, chercher du travail ailleurs. Je crois qu'ici, on a amplement d'espaces verts, de patrimoine, de rivières, pour ne faire concurrence à toute autre ville, que ce soit Longueuil ou dans les autres Laurentides, où il y a quand même beaucoup de tournage. Donc, avec un studio ici à Laval, ça créerait beaucoup d'emplois, développerait beaucoup dans tous les domaines culturels. Aussi, pour revenir rapidement, parce que je ne vais pas prendre la parole toute la soirée, sur certaines préoccupations de certains citoyens, je vais juste vous dire un aperçu. Lorsque nous, on travaille en cinéma, nos heures de travail ne sont pas de 9 à 5. Alors, au niveau circulation, par exemple, on commence parfois des heures qui sont vraiment changeantes. On peut commencer un matin à 5 heures du matin, terminer à 11 heures le soir. On peut commencer à 3 heures l'après-midi. Donc, on ne serait pas nécessairement, selon mon point de vue, en concurrence avec déjà le trafic existant qui est habituellement autour de 9 à 5, etc. Alors, à ce niveau-là, je crois qu'il y a vraiment une cohabitation possible. Et là, je veux revenir rapidement au niveau environnemental. Je pense que déjà, l'industrie du cinéma aussi est très conscientisée depuis plusieurs années. Par exemple, pour tout ce qui est environnement, écologie, déjà, on a des plateaux verts, on essaie de ne pas utiliser de bouteilles d'eau, on a réduit la consommation de papier, etc. Donc, oui, on a une grosse conscience, on est des citoyens avant tout. Et donc, je pense qu'il y a des possibilités que par exemple, ces studios arrivent avec, justement, on parlait d'implantation, de planter des arbres. Peut-être on peut penser à créer des toits verts, faire une collaboration avec certaines fermes locales pour faire une ferme urbaine sur un toit, etc. Là, je ne sais pas la possibilité, mais je pense qu'on est très ouvert. Puis nous-mêmes, il y aurait vraiment une ouverture à ce qu'on puisse faire quelque chose pour qu'il y ait le moins d'impact environnemental possible. Donc, pour conclure, ben, je voulais juste vous dire que moi, j'ai envie que Laval, vraiment, soit une ville plus culturelle. Il y a 15 ans, je me disais, oh, qu'est-ce que je vais aller faire à Laval? Mais les espaces verts et puis le côté environnemental, agricole m'a vraiment attirée. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup quand même je vois le Centre de la nature, au parc Bernard-Landry, on a vraiment une direction depuis aussi la nouvelle
l'administration, aux mairies. On a envie, là, et je garde espoir, et je pense pour les générations futures aussi, avec une école de formation ici, on créerait beaucoup d'emplois et beaucoup de rêves. Donc, moi, je dis, la Cité du cinéma, c'est pour vraiment des retombées économiques et culturelles vraiment très grandes, et je ne vois que du bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y a des personnes qui prenaient la parole pour une première fois? Monsieur, allez-y. Je m'appelle Pierre Blondin. Je suis régisseur de location depuis plus d'une trentaine d'années. La profession de cinéaste à Montréal a grandi grâce à Michel Trudel et sa vision que j'appelle du grand fou. Il a amené Montréal à un autre niveau. Il a voyagé partout. Il a visité les studios à Los Angeles. Il en a visité en Angleterre. J'en ai vu aux États-Unis et j'en ai vu en Hongrie. Ce projet-là s'assure que Montréal, Laval, cette région-ci dans laquelle il y a plus de 3000 personnes qui sont impliquées directement dans les métiers de production, ne deviennent pas une zone de seconde classe. L'ampleur de ce projet-là se compare comparativement, par exemple, à Budapest, qui depuis 10 ans a 400 000 pieds carrés de studio. Pourquoi Denis Villeneuve a tourné à Budapest? Peut-être qu'on n'avait pas les studios qu'il fallait. Je ne l'affirme pas, mais je pense que quand on a des studios avec 65 pieds de plafond en dégagement, alors qu'ici, on s'arrête à 40 pieds, ça fait la différence quand on tourne un dos. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Nous allons aller à Monsieur Jimmy Saint-Germain. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, j'ai une question un peu plus technique cette fois-ci. Si le projet est approuvé et que le CDU entre ensuite en vigueur, quel PIIA s'appliquera? Est-ce que c'est celui qui est actuellement requis selon le zonage proposé ou les nouveaux PIIA qui viennent avec le CDU? Parfait. Monsieur Chartier. Ça va être le PIA qui est proposé dans le projet de règlement et non pas celui du CDU. Parfait. Merci. On peut continuer avec quelqu'un dans la salle. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Stéphane Beaulac, 8115 rue Phèdre. Tantôt, on a reçu en même temps beaucoup d'informations, donc on n'a pas tout assimilé nécessairement ce soir. Et je voudrais demander à l'urbaniste si, tantôt dans les dispositions, est-ce que c'est marqué comme quoi qu'il y aurait des tournages sur le terrain de la propriété? Et si oui, comment prévoyez-vous de gérer le bruit et justement l'éclairage? Parce que madame dit que ça n'arrive pas nécessairement, ils ne travaillent pas du 9 à 5 tous les jours. Donc, s'il y a des tournages la nuit et le matin, comment vous allez prévoir gérer tout ça? Je vais prendre la question. Là, on dépasse un peu le règlement d'urbanisme. En fait, la Ville a un règlement sur les nuisances qui prévoit, qui s'applique à tous les citoyens de la Ville de Laval, qu'ils soient corporatifs ou individuels, qui fait en sorte que si l'activité génère des nuisances, que ce soit des éclats de lumière, du bruit, du son, le studio en tant que tel ou les activités extérieures vont être en contravention. Ils devront cesser en fonction du règlement des nuisances qui est déjà applicable sur le territoire. Mme Dibry, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi, j'ai tendance seulement à dire que oui, il y a des studios, la majeure partie des films sont tournés dans les studios. Donc, puis quand on parle du son, ben, je pense que monsieur a répondu pour ce volet-là. Là. Parfait. Les premiers tours de parole, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle veut poser des questions? Non. Donc, on peut aller avec monsieur... Ah, bon, bonsoir. Alors, Pierre Collin, 8210, Marius Barbeau. Dans le processus de consultation, j'aimerais être sûr que les citoyennes vont avoir tous les documents qu'on vient de voir, qu'on nous a présentés ce soir. Est-ce que c'est officiel? On va tout avoir l'information? D'accord? Oui.
Bon, dans le processus aussi, on parle d'une période de 15 jours. Pourquoi la période de 15 jours? Ça aurait pu être 1 mois, ça aurait pu être 2 semaines, enfin, je ne sais pas, là. Je pose la question. Écoutez, ça m'intrigue. Ben oui, c'est une excellente question. C'est que durant la pandémie, on n'avait pas le droit de faire des consultations publiques en présentiel comme on le fait là. Et le gouvernement avait fait des mesures d'urgence, des décrets, hein, pour nous permettre de continuer à adopter des projets de règlement. Et il avait remplacé l'Assemblée publique que nous avons ce soir par une consultation écrite de 15 jours pour permettre. Donc, nous, dans la nouvelle pratique, on a décidé de garder ça parce que ça permet aux citoyens, lorsqu'ils prennent connaissance de la présentation, d'ajouter des commentaires pendant 15 jours ou des questions pendant 15 jours qui pourraient ne pas nous venir dans une seule soirée. Donc, maintenant, on fait, pour être le plus transparent possible, on fait une consultation publique en hybride comme ce soir. Donc, ça nous a donné aussi la pandémie l'occasion de le faire en hybride pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis aussi permettre une période de 15 jours pour pouvoir poser toutes les questions qui pourraient vous revenir demain ou après-demain. Et pendant ce temps-là, toute la consultation qu'on voit ce soir va être en ligne sur le site de Laval avec la présentation que vous avez eue ce soir. À la fin de la période de 15 jours, ben nous, on prend tous les commentaires et on fait un rapport de consultation qu'on soumet au comité exécutif. Et à partir de ce moment-là, ben, le comité exécutif prend une décision sur la continuation du projet de règlement ou pas. Plaisir. Merci, très bien. Nous allons aller en ligne avec M. Jean-Pascal Labrosse. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonsoir. Parfait. Donc, bonsoir. Donc, en fait, moi, ce n'est pas une question, mais plutôt une opinion. Donc, d'abord, je réside au 83-90 avenue Gravel à Laval. J'ai acheté ma propriété à Saint-François en 2014. Et depuis ce temps, combien de fois avons-nous entendu « On n'a rien à Saint-François, il faut aller à Terrebonne, ça n'a pas d'allure, tout ferme à Saint-François, on n'est pas capable d'avoir des commerçants de qualité, etc. » On voit que sur Marcel Villeneuve, il y a 2 développements commerciaux qui ont été annoncés, qui sont en phase de location actuellement. Je serai au cours des prochains mois un des franchisés d'un de ces espaces commerciaux et je considérais important de prendre la parole aujourd'hui à titre de commerçant, mais aussi à titre de propriétaire à Saint-François. Malgré que tout mon entourage m'a déconseillé de ne pas me lancer en affaires à Saint-François par les historiques du secteur, je crois au secteur de Saint-François et à son développement futur. J'aimerais d'abord féliciter la Ville de Laval pour la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais également dire enfin un projet d'envergure à Saint-François. Au niveau de la circulation, ce sont des gens qui seront à sens inverse du trafic normal, des gens qui sortent de Saint-François le matin pour revenir le soir. J'aimerais conscientiser les citoyens que ce genre de projet permettra de stimuler l'activité économique et de permettre aux commerçants qui s'installeront prochainement de rester longtemps à Saint-François. Finalement, je comprends les considérations écologiques, mais on voit bien les considérations qui ont été faites par la Ville de Laval pour continuer à se soucier de la considération écologique du secteur et l'aspect économique de ce projet sera un tournant majeur, selon moi, pour notre secteur depuis l'arrivée du pont de la 25. Merci de votre temps. Merci à vous. On va continuer dans la salle, s'il vous plaît. Les premiers tours de parole, est-ce qu'il y en a encore? Bonsoir. Bonsoir, mon nom c'est Joaquin Arduini. Je ne reste pas à Laval, je ne demeure pas à Laval. Je demeure à Montréal, mais mes activités commerciales sont à Laval. Il y a déjà quelque temps, nous avons amené à Laval le CEL, le Jardin de la Rivière, que les deux ensemble lui ont apporté 200-300 emplois. On est allé les chercher à l'extérieur de Montréal. Nous, dans le moment, nous développons nos bureaux à Laval. De plus, nous avons un projet résidentiel commercial sur Marcel Villeneuve, juste à l'est de la caserne du pompier. Donc, si la ville est capable d'amener ce projet, nous allons être très heureux. C'est un projet d'envergure. Il va amener beaucoup de retombées. Et je félicite la ville, le conseil ensemble. Et chapeau si vous arrivez à terme. Merci infiniment. Merci à vous.
Nous allons continuer dans la salle. Il n'y a personne qui a demandé la parole en virtuel. Est-ce qu'on a encore des premiers tours de parole? Soyez pas gênés. Non? OK. Alors, M. Falardeau, vous pouvez venir pour poser une question. Très bonsoir. Luc Falardeau, de la rue Montauban à Laval. Je porte mon chapeau encore une fois là, d'écologiste, un membre du conseil d'administration du conseil régional de l'environnement aussi, et ancien ingénieur retraité en génie civil, où j'ai fait plusieurs projets là, de gestion des eaux pluviales qui impliquaient des bassins de rétention et des régulateurs de débit pour contrôler les quantités d'eau de pluie qui ruissellent vers les égouts et les réduire, et de ce fait réduire les coûts aussi des égouts. Donc, j'en ai fait des projets comme ça qui ont sauvé des millions de dollars juste en bassin de rétention et en régulateur de débit pour des projets industriels. Et je me demande si ça va être considéré aussi des bassins de rétention pluviale pour réduire les impacts là, du ruissellement sur la rivière et aussi garder à une taille raisonnable l'émissaire pluvial qui s'en va vers la rivière des Prairies. Première question. Deuxième question, c'est la zone d'approbation référendaire, c'est comme ça que vous l'appelez, on l'a vu sur la carte tout à l'heure, on voit plusieurs zones et quelques zones résidentielles et beaucoup de terrains agricoles où il n'y a personne qui reste. Est-ce qu'on a estimé la quantité de personnes que ça peut représenter qui peuvent participer à ce processus-là, s'il vous plaît? Oui, nous l'avons estimé parce que c'est les personnes habiles à présumer à voter, mais comme il y a plusieurs zones, là, il y a beaucoup de personnes, puis ça dépend des zones qui s'inscrivent. Parce que pour tenir un registre, il faut qu'il y ait une demande valide de la zone concernée, puis d'une des zones contiguës. Puis ça prend la signature de 12 personnes si la zone comporte plus que 21 personnes ou résidents ou propriétaires d'entreprises, propriétaires de terrain. Et donc, c'est difficile à évaluer parce que l'hypothèse, ça dépend des hypothèses, ça dépend des zones qui s'inscrivent. Mais une chose est certaine, vous pouvez poser vos questions au service du greffe sur le site de la ville, vous avez à avoir les renseignements pour poser vos questions, c'est-à-dire au service du greffe. Et nous, quand il y a trop de questions, on les aide aussi à vous répondre, là, parce que il y a beaucoup de détails là-dedans. Là. Et sur l'autre question, concernant les besoins de rétention de pluie et tout ça, est-ce que c'est vous qui pouvez... Comme je disais tout à l'heure, je reviens un peu à ma réponse de tout à l'heure, c'est que le requérant est supposé nous revenir avec des plans de civil et c'est à ce moment-là qu'on va prendre connaissance de ses intentions au niveau de la rétention. Vous avez raison, là, ça prend quand même un peu de rétention. Et sur la façon aussi, avec nos ingénieurs, là, sur la façon de bien de gérer les eaux qui peuvent découler du projet, là, les eaux de surface. Très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui. Venez. Hervé Saint-Arnaud, 65-75 rue des Cygnes. On est tous écologistes dans l'âme. Sauf qu'à un moment donné, faut juste s'asseoir et dire, en tant que société, on s'est donné des règles de fonctionnement. Les règles de fonctionnement, vous nous avez expliqué c'était quoi à soir. Là, vous avez à prendre une décision si vous acceptez ou vous refusez le projet. Là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. On peut parler des animaux, on peut parler de bien des choses. Ce qui semble être le problème, c'est entre quartier et la rivière. Présentement, vous avez des voies d'accès pour envoyer les surplus d'eau à rivière. Si vous ajoutez 250 maisons, avec je ne sais pas combien de personnes dedans, si vous ajoutez des usines à haut débit d'eau, je ne sais pas, moi, ils ont tous des toiles, eux autres. Il n'y a personne qui couche à belle étoile.
Fait que je me demande, moi, avec le projet qu'il y a sur la table, puis si vous développez comme c'est présentement, d'après moi, vous allez avoir le même problème de débit d'eau, puis le tuyau, c'est pas nécessaire de juste de l'autre bord de quartier, le laisser couler dans la nature. Vous pouvez aller le porter dans la rivière. Il nuira à rien, ça ne changera rien sur le bord de l'eau. Je ne suis pas ingénieur, là. Sauf que chez nous, on nous a demandé, dans mon secteur, on nous a demandé d'arrêter d'envoyer l'eau qui descend du toit, de l'envoyer dans la cour pour que ça descende dans la rue. On nous a demandé de l'envoyer sur le terrain. Bon, ben bravo. Je veux dire, avec le débit d'eau qu'il va avoir tantôt, il y a sûrement quelque chose Puis le tuyau, l'envoyer dans la rivière, non pas sur le bord, on arrête à quartier puis on laisse couler ça dans la nature, là. Vous comprenez? Je ne suis pas ingénieur, là. Sauf que si on arrête puis on y pense, au nombre de maisons qu'il va y avoir, puis au nombre d'industries, puis les toits que ça fait, puis les débits d'eau que ça va donner tout à l'heure, on ne change rien, ça ne coûtera pas plus cher à la ville, là. Même s'il y a de quoi peut-être moins cher, parce qu'à la place d'avoir tout un gros système de tuyauterie, il va y avoir un tuyau. En tout cas, merci. Oui. Mais pour faire suite, M. Saint-Arnaud, à votre commentaire, j'aimerais ajouter le fait que, avec le nouveau code de l'urbanisme... Excusez-moi, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... On va juste écouter la personne en avant, s'il vous plaît. Merci. Oui, bien, justement, vous parliez de petites actions que vous avez fait chez vous pour débrancher la gouttière, pour la porter sur le terrain. Avec le nouveau code... En fait, c'est certain que si tous les citoyens le font, puis avec le nouveau code de l'urbanisme adopté par la Ville de Laval, le but était d'augmenter les espaces de verdure pour qu'il y ait plus de rétention naturelle et de réduire la grosseur des tuyaux. Donc, c'est sûr que vous avez entièrement raison dans ce que vous dites, mais également la collaboration de tous les citoyens avec le temps, on en prend conscience. Ça peut peut-être prendre 10 ans, 20 ans, 50 ans, mais on risque d'améliorer les choses à ce niveau-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, Chantal Barrette. Je suis agente d'affaires pour la Guilde des réalisateurs, un syndicat qui représente des gens travaillant en cinéma. Je suis résidente de Laval, sur la rue des Baléares, à Vimont-Hauteuil. Pour moi, un projet comme ça, c'est des emplois. C'est ça que ça signifie. C'est des emplois bien rémunérés également. L'année dernière, en moyenne, c'était une année record au Québec, avec en 2021. Vous savez, rémunération des gens en cinéma, probablement autour de 70 000 par année, à peu près la rémunération de ces gens-là. Donc, c'est des emplois, c'est des familles qui vivent de cette industrie-là. Je vais aussi à Los Angeles. J'arrive de Los Angeles également rencontrer des studios pour amener des emplois ici, pour amener des projets ici. Et la première question qu'on a toujours, c'est au niveau des espaces de studios, des soundstages sur lesquels on peut enregistrer, on peut filmer, on peut produire ici au Québec. La deuxième question est la main-d'œuvre, naturellement, que à ce moment-là, en tant que syndicat, nous, on a un travail à faire au niveau de former de la relève, améliorer les compétences de nos membres, s'assurer de leur offrir des emplois aussi à l'année longue, parce que naturellement, plus qu'on a de studios, plus qu'on a d'espace, plus qu'on va réussir à stabiliser les cycles de travail des gens. Donc, on va pouvoir avoir plus d'espace offert à tout le monde. Donc, pour fournir également les différentes productions et les demandes. Il faut savoir que, oui, comme vous avez mentionné, il y a de plus en plus de plateformes. Ça explose partout au Canada. La Guilde canadienne des réalisateurs est présente partout dans toutes les provinces. Vous savez, le Québec est la 3e province en importance. Il y a d'autres provinces aussi également. Là, ça commence par la Colombie-Britannique et l'Ontario qui se compétitionnent beaucoup, suivi de près par le Québec. Par la suite, puis il y a aussi l'Alberta, où il y a beaucoup de tournages. Il y a beaucoup de demandes pour venir ici tourner au Canada, tourner au Québec. On a des crédits d'impôt intéressants. On a de la main-d'œuvre compétente. Des gens comme Denis Villeneuve, Patrice Vermette, qui vient de gagner un Oscar, il a appris son travail ici. Il vient de gagner pour le film de Dune. Il a appris son travail ici, au Québec, à travailler sur les pubs, à travailler sur des productions québécoises. Je pense vraiment qu'il y a un talent
créatif de nos membres ici, de nos gens ici, de toute l'industrie. Puis d'avoir des espaces supplémentaires de studios, c'est un avantage important pour notre province. Parce qu'en ce moment, de manquer de studios, ça nous freine énormément au niveau du développement économique de cette industrie-là. Fait que j'ai pas vraiment de questions, je voulais juste faire ce commentaire-là. Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur Jimmy Saint-Germain, vous avez une autre question? Oui, bonsoir. J'ai une question puis un commentaire. Je vais commencer par le commentaire. J'ai cru comprendre tantôt, au tout début de la soirée, que une personne de l'administration parlait de pénurie d'emploi. Je veux juste remettre les pendules à l'heure. On n'est pas en pénurie d'emploi présentement, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, je trouve que c'est un point important à faire dans ce cas-là. L'autre point que je voulais faire, il y a deux personnes, dont la dame qui vient de passer, qui travaille dans le domaine des arts. Je veux apporter un avis contrastant. Je travaille dans le domaine des arts, moi aussi, depuis ça fait plus de 25 ans. Et puis, en ce qui me concerne, mon opinion, c'est que les considérations écologiques doivent dorénavant primer sur les considérations économiques. J'ai une question concernant les personnes qui habitent dans les zones contiguës. Est-ce qu'un avis écrit va être envoyé aux résidents de tous les domiciles des personnes propriétaires habitant dans les zones contiguës? Voilà. Merci. Merci. Je vous demanderai de fermer votre micro, s'il vous plaît, ceux qui sont en ligne. Merci. Est-ce qu'on peut les fermer à distance? Il y a un bruit quand même assez fort. Monsieur Saint-Germain, est-ce que c'est vous qui avez votre micro ouvert? Non, il est fermé. Je le ferme à nouveau. Merci. D'accord. Qui veut répondre à cette question? Monsieur Chartier? Oui, Monsieur Saint-Germain, en fait, la loi prévoit qu'après l'adoption du second projet, c'est un avis public qui est publié dans le journal suivant l'adoption du second projet. Là, le lundi, dans le courrier Laval, là, donc, si le projet est adopté au mois d'août, ben, ça va être le lundi suivant et c'est la responsabilité des citoyens là, de signer le registre suite à l'avis public qui donne 8 jours pour, en fait, c'est pas pour signer le registre, mais pour déposer une demande valide qui prend la signature de 12 personnes là, à déposer au service du greffe là, en tant que tel. Là. Ça, c'est vraiment la procédure prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Il n'y en a pas non plus en ligne. Une fois? Deux fois? Vous êtes sûr? Monsieur? Oui. Rappelez-nous votre nom. Pierre Blondin, régisseur de location. Merci. 30 années d'expérience. Le phénomène, le commentaire de monsieur tout à l'heure est le fait que les considérations écologiques doivent primer sur les considérations économiques. Ça va, intéressant, c'est correct. La pénurie d'emploi dans mon milieu, c'est quelque chose qui arrive nonobstant les cycles économiques que l'on connaît dans une économie traditionnelle. À savoir que, pour des raisons X, du jour au lendemain, il n'y a pas de travail. On l'a vécu en 2008, on l'a vécu en 2009. Cette année, je travaille sur une production québécoise, c'est exceptionnel, parce que d'habitude, je ne fais que de l'américain, mais en ce moment, les Américains n'y sont pas. Pour quelle raison? Ça, j'en débattrai pas, je ne suis pas là pour ça. Mais je veux simplement dire ici, pour les gens qui sont des novices par rapport à notre milieu, que l'aléatoire, il est absolu. Ce que je veux dire aussi, c'est que ces studios-là vont faire en sorte que l'on passe à un autre niveau, ce que l'on n'a pas à Montréal. Toronto ont des studios hallucinants. J'ai parlé de Budapest tout à l'heure, même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tournages qui vont là-bas. Et ici, on a la chance d'avoir un équipement qui va permettre une pérennité. Je ne parle pas vraiment mon nom, j'arrive au bout de la corde, 65 ans, bientôt on va prendre la retraite, on va passer à autre chose, mais
En attendant, il y en aura d'autres qui vont pousser. Simplement pour vous rappeler qu'en 84, 5, 6, il y avait 600 membres, techniciens, éclairagistes, directeurs photo au Québec. Aujourd'hui, c'est plus de 3000. Et ça, c'est dû à Michel Trudel. C'est dû au studio que l'on a. Si c'était pas... Et si ce n'était pas de sa folie, on n'en aurait pas de studio, puis on serait loin d'avoir un débat comme celui-là ce soir. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Monsieur Jean-Pascal Labrosse, en ligne. Oui, ben en fait, j'ai parlé un peu tout à l'heure, donc bien que j'ai fait part de mon appui à ce projet, j'avais une question en fait pour savoir, on parlait là, que la Ville de Laval s'engageait à investir près de 16 millions de mémoire. J'ai vu dans l'article du Courrier de Laval, dans le secteur de Saint-François. Je voulais savoir si les résidents allaient être consultés sur les besoins au niveau de ces investissements-là ou si c'est des investissements que la Ville va faire au niveau des routes ou de la circulation. Est-ce que ça peut être des investissements pour augmenter les services dans le secteur de Saint-François? Oui, Monsieur le maire. Oui, merci. Bon, évidemment, là, aujourd'hui, on écoute les citoyens pour voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses avec le changement de zonage et le projet. Si jamais le projet va de l'avant, c'est certain que ça offre des opportunités. Pour la ville, on l'a mentionné, c'est un terrain qui est municipal, donc la valeur est estimée à 32 millions. Donc, on peut imaginer que si on revend le terrain, pour la ville, c'est une entrée de revenus qui n'était pas attendue, qui n'est pas dans le budget et qu'on va pouvoir utiliser à bon escient. Il est un peu trop tôt aujourd'hui pour dire quoi exactement, mais je sais qu'il y a beaucoup de besoins dans le quartier. On parle souvent d'éclairage sur Marcel-Villeneuve, qui est déficiente. Il y a le sentier du Totem, juste à côté, qui est un super beau boisé qui appartient à un propriétaire privé, que ce serait bien intéressant que ça devienne un boisé public. On a parlé des problématiques de circulation tout à l'heure. Donc, on sait qu'il y a des besoins pour améliorer la circulation dans le quartier, améliorer l'évêque. On veut amener plus de transports en commun. Fait que, bref, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement comment l'argent va être utilisé, mais c'est certain que dans le cadre du processus budgétaire dans les prochains mois, si le projet se réalise, ce serait intéressant de voir justement qu'est-ce qu'on pourrait financer avec ce projet-là, parce qu'il y a plein d'opportunités. Mais je ne peux pas dire ce soir exactement qu'est-ce qu'il en serait, mais en effet, que la conseillère du quartier également va travailler pour voir qu'est-ce qui pourrait être financé puis priorisé. Merci. Merci. Merci à vous. On a une autre question en ligne. Madame Christiane Boucher. Madame Boucher, vous êtes là? Oui. Bon, je ne pensais pas que j'aurais une question. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle, mais moi, j'aimerais poser une question au maire et puis à l'entourage. Pourquoi avez-vous fait cette consultation, cette assemblée publique d'information en plein dans la période des vacances de la construction, alors que la majorité des gens concernés dans le quartier ne sont pas présents? Merci. Monsieur le maire? En fait, des assemblées comme ça, il peut y en avoir à tout moment dans l'année. Donc, ça dépend de quand on reçoit les demandes pour les changements de zonage. Dans ce cas-ci, on comprend que le promoteur souhaite aller rapidement de l'avant avec le projet. Donc, on traite les demandes au fur et à mesure qu'ils rentrent au niveau de la ville. Donc, est-ce que votre question, c'est est-ce qu'il y a une stratégie délibérée d'éviter des citoyens en période de vacances? La réponse, c'est non, évidemment pas. Il y a peut-être des gens qui vont être opposés, qui sont partis en vacances, mais il y a peut-être aussi des gens qui vont être pour le projet, puis qui vont être aussi en vacances et qui ne pourront pas se prononcer. Donc, je vous dirais, de manière générale, la ville là, traite les demandes au fur et à mesure où elle les reçoit. Puis, il y a un cadre légal aussi. Donc, tout le processus prend plusieurs mois. On a commencé à parler du projet il y a un peu plus d'un mois. On en a parlé au Conseil de ville. Ce soir, c'est l'Assemblée de consultation publique. Il y a une ouverture. On a 15 jours là, pour déposer plus de questions, plus de mémoire. Et tout le processus pour la demande référendaire finit à la fin août. Donc, bref, tout ça se déroule quand même là, sur une bonne période de temps. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions ni en ligne et en personne non plus. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est bien ça? Donc, merci beaucoup à vous tous. Monsieur Larochelle, vous vouliez prendre la parole?
Permettez, je suis content de la belle participation citoyenne ce soir, puis qu'on a eu quand même un bon nombre de questions tant en ligne que dans la salle. Premièrement, Madame la Présidente, je voudrais prendre un moment pour reconnaître et féliciter M. Trudel pour ses projets. Puis, ce n'est pas son premier projet. Je pense qu'on doit reconnaître son sens de l'entrepreneurship avec ce qu'il a fait avec les studios MEL. Il a vraiment mis Montréal et le Québec sur la carte là, des productions cinématographiques et ça a été un succès. Et ce projet-là qui est présenté ce soir aux citoyens, je pense que c'est un beau projet. C'est un beau projet pour Laval. C'est un projet porteur d'emplois. Plusieurs sont venus nous parler que c'était des emplois intéressants et payants, et j'en doute pas. Nous, notre rôle d'élu, c'est de s'assurer que ce projet-là, on le fait de la bonne façon, au bon endroit, et on comprend que le promoteur, lui, il a ses besoins et il a son projet. Puis, ma première question, en fait, s'adresse au service de l'urbanisme. M. Chartier, tantôt, a répondu à M. Pellado en expliquant pourquoi le service de l'urbanisme ne recommandait pas le changement de zonage à cet endroit-là. Personnellement, je n'avais pas de problème pour la partie qui est déjà industrielle, qui est comme ça depuis des années. Il y a une portion du terrain qui est zonée industrielle et la vocation du projet de M. Trudel est une vocation industrielle. Mais j'aimerais savoir, Madame la Présidente, on a su aussi que le comité consultatif d'urbanisme ne s'était pas prononcé et qu'il avait revisé le projet, mais ne s'était pas prononcé. Et j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles les membres du comité consultatif d'urbanisme ne se sont pas prononcés sur un tel projet, un projet important. Le service de l'urbanisme s'est prononcé négativement. Et vous comprenez, comme élu, bien, ça me fait poser des questions, parce que c'est mon rôle d'élu de questionner ce genre de demande-là de changement de zonage. Mais pourquoi le comité consultatif d'urbanisme, lui, ne s'est pas prononcé? C'est ma première question. C'est très simple, c'est public aussi, c'est le procès-verbal. En fait, le comité consultatif d'urbanisme est un nombre pair. Il y a 8 personnes, donc le vote a été de 4 contre 4. C'est pour ça que ce n'est pas prononcé, tout simplement. OK. Alors, c'est tout simplement un vote égal et ouais. qui a fait qu'on n'est ni pour ni contre. C'est ça. Donc, de mémoire, là, c'est peut-être la première fois que je vois ça parce que là, dans le fond, le comité était au complet, 8, puis là, c'est arrivé 4 contre 4. Donc, c'est assez particulier, oui. Bon, bien, merci, M. Chartier. Puis, je vais continuer avec vous. Au niveau du projet de M. Trudel, puis vous nous avez montré des esquisses tantôt, et je comprends que M. Trudel s'engage, puis la Ville s'engage à vendre la totalité de notre terrain, là, entre la caserne de pompiers et la zone située à l'ouest. C'est 2,2 millions de pieds carrés. M. Trudel a un projet dont on a parlé tantôt de 1,1 million de planchers, avec des studios, avec des plafonds de 80 pieds. Et c'est intéressant d'entendre M. Blondin, le cinéaste, qui nous expliquait qu'en Hongrie, qui nous compétitionne, j'ai entendu 400 000 pieds de plancher pour les studios, puis à peine 60 pieds de plafond pour les grands studios, ce qui fait qu'effectivement, notre projet devient extrêmement compétitif, puis c'est un point intéressant. Ma question précise, on a un projet sur un terrain vendu par la Ville, la totalité de ce que la Ville possède dans ce coin-là, 2,2 millions de pieds carrés de terrain, pour implanter au sol un bâtiment qui a 700 000 pieds carrés. Ma question, est-ce qu'il aurait été possible de réaliser le projet de M. Trudel, mais sur un plus petit terrain? Je ne parle pas d'un plus petit bâtiment, là, OK? Parce que je comprends le besoin des studios, puis les planchers de studios, mais sur un plus petit terrain. Est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous en avez discuté avec M. Trudel? M. Chartier? Oui. Écoutez, je vais peut-être passer la parole à Mme Diviri. Je sais qu'il y a eu des études de site qui ont été faites auparavant avant de terminer le choix sur le site en question. Non, en matière d'urbanisme, ça n'a pas été discuté
par rapport à ce site-là, étant donné qu'il était assez grand, là, ça n'a pas été discuté en matière d'urbanisme. Mais pour la suite, je passerai la parole à Mme Divry, parce que nous étions pas au processus en amont. Puis il faut savoir aussi que dans nos secteurs industriels, actuellement, ça, je vais parler de ce que je connais et non pas de ce que je connais pas, mais il nous resterait, il n'y a plus de terrain à la ville de Laval parce que ces terrains-là ont été comblés durant les plusieurs années. Le parc centre est complet. Il reste quelques petits terrains en bordure de l'autoroute 13. Et donc, puis des terrains dans l'Est, mais qui n'ont pas tout le temps les services non plus pour le moment. Là. Ça, c'est ce que je connais là, du monde industriel au niveau de l'urbanisme. Monsieur Larochelle, est-ce que je dois comprendre dans la question, vous voulez savoir, est-ce qu'on peut réduire la portion de la superficie du terrain pour le type de projet qu'on fait? On l'a regardé. Et M. Trudel cherchait, je vous dirais, plus grand que 2,2 millions de pieds carrés parce que la fonctionnalité fait en sorte que l'utilisation du terrain et de la superficie va être utilisée. Non pas juste le bâtiment, mais l'extérieur aussi. Donc, on parle, on voit souvent là, dans les émissions à la télévision, là, on voit les artistes rentrer dans les roulottes, puis ils sortent de la roulotte, puis ils s'en vont dans les studios. Donc, on utilise le site au complet. Donc, oui, on l'a regardé avec M. Trudel, et on ne pouvait pas réduire en superficie de pieds carrés quand on regarde le type de projet qu'il fait là, ici. Dans tous les projets qu'on regarde, même industriels, on va faire le même exercice avec tout le monde. Est-ce que tu as besoin de la capacité? Est-ce que tu prévois une expansion? Donc, dans ce cas-ci, oui, ça a été regardé avec M. Trudel. Bien, merci, Mme Divry. Puis, M. Chartier, merci pour votre réponse aussi. Puis, je le sais qu'il n'y a pas de... Dans mon district, j'ai le parc industriel centre et je sais qu'il n'y a plus de terrain industriel. C'est pour ça que moi, j'ai aucun problème d'utiliser les 2 parcelles industrielles qui étaient là, à première vue. C'était zone industrielle. Mais on comprend qu'avec le 2,2 millions, on prend beaucoup plus grand. Si vous permettez, j'ai une 3e question, Madame la Présidente. Oui. Puis, encore une fois, je ne veux pas voler la place aux citoyens. Là. Si quelqu'un lève la main, là, vous pourrez passer la parole aux citoyens. Mais une chose qui m'a un petit peu surprise, je peux la comprendre, puis je pense encore, en tant qu'élu, il faut voir, ça va être quoi l'impact du projet sur les citoyens là, qui vont passer là tous les jours, là. Pas ceux qui vont y travailler, mais ceux qui vont passer et qui vont voir ce complexe-là. Et je ne doute pas de la qualité architecturale, mais j'ai été surpris de voir qu'en cours avant, on va avoir une clôture tout le tour du terrain de 10 pieds, en tout cas de 3,3 mètres, je crois. Là. J'ai vu ça, puis c'est inhabituel à ma connaissance. On n'a jamais ça dans nos parcs industriels. Ça va toujours être en cours latéral et arrière, où on va avoir des clôtures très, très élevées. Puis on ne voudrait pas créer une espèce de sentiment de... On ne le voit pas. On ne voit pas le studio de M. Trudel. On ne les voit pas, les studios, parce que ce qu'on a, c'est une palissade, une clôture, puis on ne veut pas... Alors, d'un point de vue urbanistique, c'est moins intéressant, mais je ne sais pas, vous avez dû regarder cet aspect-là, là, ou de la clôture. Puis je comprends que M. Trudel peut avoir des besoins de ce côté-là. Ça sécurise le périmètre, mais on a d'autres façons de faire, normalement, à Laval. Écoutez, pour les clôtures de cette hauteur-là, habituellement, c'est pour des usages, effectivement, qui ne sont pas des usages industriels, mais plus comme un pénitencier ou des choses comme ça. Là, on s'entend. Écoutez, c'était... Pas un pénitencier, là, on s'entend. non, mais c'est vraiment donc, oui, effectivement, habituellement, on autorise des clôtures uniquement de 3 pieds dans la cour avant. Écoutez, je laisserai peut-être la parole à Mme Divry. Je pense que c'était un besoin même à la source de cet usage particulier-là qui est exigé de cette clôture de 10 pieds-là. Je disais tantôt pourquoi le service de l'urbanisme avait... On parlait qu'on avait refusé, on avait recommandé de façon négative parce qu'il y avait des éléments de planification, mais il y avait aussi beaucoup de petites dérogations, ce qui est normal. Quand on a des projets particuliers, c'est pas rare que nous, on est confrontés à ce qu'il y ait plusieurs petites dérogations, d'autant plus qu'on a un très vieux règlement, puis que les normes générales sont très à un seul niveau, là. Donc, là, je sais que cette demande-là a été faite en fonction des besoins de l'usage. Donc, je laisserai la parole à Mme Divry pour la suite, parce que j'en sais pas plus. Merci, M. Chartier. Oui, je pense que c'est tout à fait normal avec le type, vous avez énormément d'acteurs
Et je pense que si on veut sécuriser des films, on n'aura pas le choix de faire ça. Puis ça, je pense que c'est une norme qui n'est pas juste pour nous, c'est une norme qui est internationale. Il faut avoir ce type de clôture-là. Quand vous me parlez, il n'y en a pas d'autres places à Laval, bien, dans la cité de la bibliothèque, vous avez des clôtures. Parce que c'est la même chose, là. Dans les sciences de la vie, vous ne pouvez pas rentrer chez Roche ou ailleurs, là, vous allez vous faire arrêter tout de suite. On a des clôtures aussi partout. Quand on travaille des projets en sciences de la vie, en pharmaco, c'est la même chose. En marge aussi. Avant, je ne me souviens pas d'en avoir vu. En marge latérale Vous en arrière, avez oui. aussi. Mais habituellement, c'est la façade. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans ce type-là, au niveau sécurité, c'est une nécessité. Donc, c'est clair que si les contrats ne sont pas sécurisés parce qu'il n'y a pas de clôture, bien, c'est une roue qui tourne, là, M. Larochelle. Puis l'usage prison est interdit, là. Vous me confirmez ça, là? OK. Fait qu'on va pouvoir sortir. Bon, écoutez... Monsieur le maire? Oui. Oui. Allez-y, monsieur le maire. Vous avez terminé, M. Larochelle? Bien, peut-être pas, là. Je regarde mes notes, là. Mais je vais donner la chance à monsieur le maire. Allez-y. Juste sur justement ce point-là, je pense dans la présentation, on mentionnait une présence végétale pour les clôtures. Est-ce que c'est aussi en avant? Puis aussi, est-ce que c'est dans le zonage? Parce que j'imagine qu'il y a différents types de clôtures aussi. Il y en a des plus belles, il y en a des moins belles. Mais est-ce que dans le zonage, il y a des normes ou ça, c'est une négociation par la suite au niveau du PIA pour s'assurer de l'esthétisme du site? Pour l'écran végétal, vous avez raison. On demande un écran végétal pour la clôture en cour avant et en cour latérale. Et en plus, une bande tampon en cour arrière. T'sais, tout ça pour faire une espèce d'écran végétal, soit par rapport à Marcel Villeneuve, cacher la clôture, et pour faire une bande tampon par rapport aux futurs résidents qui pourraient se situer au sud. Tout ça pour dire que oui, on veut cacher la clôture. Au niveau de la clôture, on n'a pas fait d'exigence particulière dans le projet de règlement à l'heure actuelle. On a compensé par une exigence d'écran végétal. Puis l'écran végétal doit être situé entre la ligne de terrain et la clôture, c'est-à-dire au-devant de la clôture, lorsqu'on visualise le site. Là. Merci. Un plaisir. C'est bon. Monsieur Chartier, écoutez, peut-être un dernier commentaire. La Ville vend son terrain. Souvent, je scrute avec beaucoup d'attention les valeurs de terrain. Dans ce cas-là, M. Trudel, il paye un prix que je crois raisonnable j'espère pour lui, mais qui est raisonnable pour la Ville, de 32 millions. Alors, de ce côté-là, je n'avais pas de problème, mais j'en profite. On a parlé tantôt, il y a 16 millions qui vont aller, qu'on devrait identifier pour investir dans le district de Saint-François. C'est ma collègue Louise Lortie qui a fait cette proposition-là, cet amendement-là, lors de l'adoption de la première version du projet de règlement. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos explications. C'est toujours très précieux en combinaison avec les questions des citoyens, leurs préoccupations. Notre rôle d'élu, c'est de s'assurer que quand on fait un gros projet, qu'on a regardé pas mal toutes les roches, même si vous autres, vous y avez passé longtemps avant nous. Merci, Madame la Présidente. Merci tout le monde. Puis bravo, M. Trudel, pour votre esprit dans vos capacités d'entrepreneur. Merci. Merci tout le monde. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, ceci termine notre soirée de consultation. Je remercie tout le monde de votre participation. L'enregistrement de la séance et la présentation seront disponibles, comme on a dit, à partir de demain sur le site web de la Ville de Laval. Je vous rappelle que vous avez 15 jours pour faire parvenir vos commentaires à l'adresse donnée antérieurement. Merci aux équipes. Merci aux équipes présentes aussi à distance. Merci à l'équipe technique qui nous tient toujours bien. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci, bonne soirée. Au revoir.